Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue dans cette interview exclusive sur VOA Afrique avec monsieur Alinguete Jules, le patron de l'inspecteur général des finances en séjour ici à Washington, D.C. Monsieur Alinguete, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites d'être sur notre plateau aujourd'hui dans cette interview exclusive. Vous êtes à Washington, D.C. Vous êtes l'homme dont tout le monde parle aujourd'hui. On y reviendra. Qu'est-ce que vous faites ici dans la capitale américaine? Je suis arrivé ici depuis hier pour participer à une conférence sur les avancées réalisées par Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État de la RDC, dans le cadre de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Dans cette conférence, justement, c'est tout le monde qui en parle, c'est sur tous les réseaux sociaux congolais. Vous avez déclaré, je vous cite, vous avez dit qu'il n'y a pas de guerre en République démocratique du Congo. Et ces déclarations fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Monsieur Alinguete, qu'est-ce qui vous fait dire, alors que tout le monde sait ce qui se passe en RDC, vous dites qu'il n'y a pas de guerre? Vous comprenez la réaction des gens? Je voudrais sur cette question préciser que je ne suis pas ici pour faire l'état de la situation sécuritaire de la RDC. Nous avions été invités avec certains membres du gouvernement, certains parlementaires pour participer à une conférence sur les investissements en RD Congo. Et nous, particulièrement l'inspection générale des finances, nous devions intervenir sur les avancées réalisées par les pays en matière de la lutte contre la corruption et l'impact sur l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Voilà, c'est dans ce cadre-là que nous sommes intervenus. Je pense que cette question de la guerre à l'Est est une incidence. Au fait, c'est un élément que les gens ont tiré. J'aimerais tout d'abord que vous sachiez, je regrette profondément l'incompréhension que mes propos à Houston a entraîné dans les réseaux sociaux. Nous avions voulu tout simplement dire que le Congo est un pays fréquentable aujourd'hui sur le plan des investissements. Le président de la République ainsi que le gouvernement continuent de faire des avancées appréciables dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'amélioration du climat des affaires, et il est temps aujourd'hui que les investisseurs viennent au Congo. En dépit de l'insécurité qui se constate à l'est du pays, l'insécurité dont nous déplorons tous, et nous savons dans ce cadre-là que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a accepté que notre pays puisse engager des pourparlers avec les groupes armés afin de mettre fin à cette situation déplorable. Et dans le même ordre d'idée, un état de siège a été décrété dans des provinces de l'Est du pays, toujours dans l'objectif de faire remettre la paix. Nos forces armées se battent tous les jours pour que cette situation soit maîtrisée. Nous ne pouvons donc pas ignorer la souffrance que les groupes armés imposent, la souffrance, la mort, la désolation que les groupes armés imposent à nos populations qui sont à l'est du pays. Mais néanmoins, nous avions voulu faire comprendre aux investisseurs qui étaient dans cette conférence que, en dépit de cette insécurité à l'est du Congo, le Congo est fréquentable sur le plan des investissements. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez dire que le Congo n'est pas un pays en guerre, M. Alinguete. Non, nous avions, je pense que, M. Marius, il y a une chose que je dois dire. Un texte sans contexte est un prétexte. Donc, les gens ont voulu sortir mes propos de leur contexte pour l'exploiter, instrumentaliser les gens contre l'inspection générale des finances. Nous avions clairement dit que le Congo est un pays fréquentable sur le plan de l'investissement. Il ne faudra pas qu'on présente le Congo dans des forums d'investissement comme un pays en guerre où il ne faut pas venir investir. Je ne vais pas faire les jets de certains de nos compatriotes qui prennent les loisirs de sillonner le monde pour lancer un message aux investisseurs de ne pas venir au Congo. Vous pouvez avoir des rancœurs contre le président de la République ou contre le gouvernement de votre pays, mais vous avez l'obligation d'aimer le Congo. Mais ce n'est pas parce que vous voulez que les investisseurs viennent
que vous ignorez la situation de votre pays. Non, dire qu'il y a l'insécurité à l'est des pays qui cause la mort, la désolation, cela ne signifie pas que on ignore ce qui se passe à l'est de notre pays. Je voudrais également dire que demander aux investisseurs de venir au Congo, déclarer que le Congo est un pays fréquentable sur le plan des investissements ne signifie pas une négation de la situation d'insécurité à l'est de notre pays. Mais beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, notamment des personnalités qui parlent de on ne peut pas baisser la température en cassant le thermomètre, ce qui veut dire on ne peut pas appeler les investisseurs à venir investir dans un pays où il n'y a pas de paix. J'ai vu ces déclarations sur les réseaux sociaux. Oui, je pense que vous faites allusion certainement à la déclaration de l'ambassadeur itinérant du président de la République, M. Faustin Luanga, mais c'est une déclaration qui n'engage que lui, que je ne partage pas. Je ne sais pas si c'est ça le message que lui, en tant qu'ambassadeur itinérant du chef de l'État, il doit porter à l'extérieur du pays. Je ne voudrais pas faire le jeu de ceux-là qui n'aiment pas leur pays et qui s'amusent à présenter le Congo dans une image qui n'est pas réelle. Et je peux vous rappeler que le président de l'Assemblée nationale au Congo, il y a tout récemment, avait dit devant le Parlement aux députés, sortez des groupes armés. Et vous devez comprendre que cette situation d'insécurité à l'Est, il y a de nos compatriotes qui trouvent leur compte. Et les occasions comme ça sont propices pour eux pour instrumentaliser alors que ce sont eux qui sont les co-auteurs. Nous sommes des Congolais. Lorsque Beni Butembo, Rutshuru, Bunia, Djougou souffrent, nous souffrons ensemble parce que nous faisons partie du Congo. Donc nous ne pouvons pas, nous, faire la négation de la souffrance de nos compatriotes à l'Est. Mais c'est eux qui veulent faire cette exploitation. À ces gens-là s'ajoutent quelques personnes qui se trouvent mal au point avec tous les contrôles que l'inspection générale des finances fait aujourd'hui et qui les met en difficulté. Et ils ont trouvé l'occasion d'alimenter les réseaux sociaux et pour eux, c'est l'occasion d'abattre l'inspection générale des finances. Mais à cela, j'ai dit aujourd'hui qu'avec ou sans l'inspection générale des finances, avec ou sans Jules Alinguete, la volonté du chef de l'État de lutter contre la corruption reste irréversible. Ils n'ont pas de chance. Ils doivent changer, ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, la lutte contre la corruption en RD Congo est une volonté ferme du chef de l'État et ça va aller de l'avant. Alors, parlons justement de cette lutte contre la corruption en RDC. Où en est-on avec cette lutte par rapport à ce que vous faites dans votre pays ? Oui, je voudrais dire, c'est pour cela d'ailleurs nous sommes arrivés ici, c'est pour présenter les avancées réalisées par son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre de la lutte contre la corruption. Vous devez savoir que depuis 3 ans au Congo, ça bouge. Ça bouge. Depuis longtemps, notre pays avait été classé dans la zone rouge en matière de la lutte contre la corruption. On a indexé les pays de n'avoir pas suffisamment mis de volonté politique et de stratégie pour lutter contre ces fléaux. Mais depuis 3 ans, je pense que le président de la République, après avoir fait l'état de la situation de la lutte contre la corruption dans notre pays, et il a dit dans plusieurs des conférences ou des interviews données, il a dit il a pris la ferme résolution de redynamiser tous les services qui travaillent dans ce secteur. D'accord, mais qu'est-ce que vous avez fait jusque-là depuis? Oui, j'y arrive. C'est dans ce cadre-là que l'Inspection générale des finances, le CNRF et l'APLC ont été suffisamment redynamisés et mis en contribution pour accompagner efficacement le président de la République dans cette lutte. Donc, je peux dire aujourd'hui, 3 ans après, nous avons des avancées très significatives. Vous apprenez tous les jours du Congo, tout ce qui se passe. Il y a des gestionnaires publics à un plus haut niveau qui sont mis hors d'état de nuire parce qu'ils se sont compromis dans les actes de corruption ou de détournement des deniers publics. C'est historique. En 2021, vous pouvez noter qu'il y a eu dans plus de 10 entreprises du portefeuille de l'État des responsables qui ont été pratiquement mis de côté à cause de ces phénomènes. Il y a certaines hautes personnalités de notre pays, des ministres et tout, qui sont en fait poursuivis par la justice congolaise pour des faits de corruption. Et cela, on ne l'a pas observé il y a plusieurs années en République démocratique du Congo. Tout cela démontre de la volonté ferme de notre président et de notre pays à repousser ces antivaleurs dans la gestion publique de la RD Congo. Alors, dans l'une de vos sorties dernièrement, vous vous plaignez que malgré tous vos efforts pour combattre le détournement des fonds publics, le gouvernement ne fait pas assez pour punir les détourneurs, par exemple avec les cas de faits graves de malversation que vous avez révélés
au sein de la Société congolaise des ports et transports, la Cohydro et la Régie des eaux, que vous avez qualifié d'inacceptable. Non, je ne pense pas qu'on peut généraliser cette situation en disant que le gouvernement ne fait rien. C'est sur ces volets. Non, je ne pense pas. Parce qu'en 2021, je vous ai dit, il y a dans 10 entreprises des mandataires publics qui ont été mis de côté, mais c'est le gouvernement qui l'a fait, c'est pas l'inspection générale des finances. Donc, c'est pas l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances a présenté un rapport et le gouvernement a trouvé ces rapports crédibles et les sanctions ont été prises. Et même la justice congolaise s'y est invitée et certains mandataires aujourd'hui ont été interpellés. Il y a des procès, il y en a qui ont été déjà condamnés. La récente situation en rapport avec la société congolaise des ports, des transports, c'est tout simplement un rapport que l'inspection générale des finances avait fait au ministre du portefeuille. Nous avions estimé que ça faisait 4 mois, il n'y avait pas de réaction. Nous avions voulu qu'on y aille rapidement parce qu'aujourd'hui, nous devons donner un message clair et au Congo et à l'extérieur, qu'en matière de lutte contre la corruption, le pays a adopté un ton de fermeté. Alors, la question que tout le monde se pose, on va peut-être revenir à ça tout à l'heure. L'inspection générale de finances a existé avant les 3 années dont vous parlez aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé entre ce qu'il y avait avant et quand vous êtes arrivé? Ce qui a fondamentalement changé, c'est la volonté du président de la République. C'est ça le véritable changement. Donc, avant, l'inspection générale des finances a existé, mais il n'y avait pas une volonté ferme de redynamiser et de laisser ces services de l'État faire son travail. Donc, comme je vous l'avais dit au départ, l'actuel président de la République a fait un état d'une situation catastrophique en matière de corruption dans notre pays et il a manifesté une volonté politique sans faille de lutter contre ces phénomènes. Voilà ce qui fait aujourd'hui parler de l'inspection générale des finances. Pourtant, il y a des personnalités qui ont été accusées par vous de faits graves de détournement, qui ont été arrêtées, mais aussi libérées, comme le cas de l'ancien ministre de la Santé et de l'ancien ministre de l'enseignement primaire et secondaire qui ont été relâchés après avoir été accusés. Non, ce n'est que normal. Il s'agit des libertés provisoires, qui est une procédure prévue dans nos lois. Obtenir une liberté provisoire ne signifie pas qu'on a été acquitté. Donc, la justice poursuit son cours normal. Vous citez ces cas, mais il y a des cas de personnes qui ont été condamnées, qui sont en prison aussi. Donc, la justice aussi est en train de faire le travail. Il ne faudra pas demander à la justice d'avoir un dossier aujourd'hui et le terminer demain. Il y a des procès qui peuvent prendre 1 année ou 2 ans. Donc, il faudra que les personnes qui sont accusées puissent bénéficier d'une justice équitable et juste. Donc, pour cela, il faut prendre tout le temps. La justice prend tout son temps pour étudier les dossiers en profondeur et pour que la procédure soit respectée. Mais vous, de votre part, vous signez et persistez que ces personnes ou ces personnalités ont détourné l'argent de l'État? Non, moi, je ne peux que parler de présomption de détournement à mon niveau. Moi, je suis un service, je fais le travail et nous constatons qu'il y a des présomptions de détournement. Nous mettons à la disposition du parquet. C'est au parquet d'approfondir et d'arriver à la conviction qu'il y a effectivement des détournements des deniers publics et d'amener les personnes concernées devant la justice. Donc, nous avions fait notre travail en tant qu'Inspection générale des finances et nous avions relevé des faits que nous croyons constitutifs des infractions de détournement des deniers publics et nous avions mis à la disposition de la justice. Et je vais vous dire, dans près de 95% des cas, des rapports que nous avions transmis à la justice confirme les faits tels que l'inspection générale des finances les a relevés. Alors, d'autres rapports dont les Congolais attendent toujours les conclusions, de votre part, c'est celui de vos enquêtes sur la présidence de la République et aussi de l'Assemblée nationale. Où en est-on? Je ne sais pas quel rapport on attend de la présidence de la République. Je l'ai plusieurs fois dit dans des interviews. Le directeur du cabinet du chef de l'État, lorsqu'il est arrivé en fonction, il a estimé qu'il devait avoir une situation claire des effectifs utilisés au niveau du secrétariat général de la présidence de la République et il a demandé à l'inspection générale des finances de lui faire un travail pour qu'il comprenne qui travaille aujourd'hui comme un agent au niveau de la présidence de la République. Dans le même ordre d'idée, il nous a demandé de faire un état des liens des contrats qui lient la présidence de la République avec certains fournisseurs de services. Ça, c'est un travail commandé par les directeurs du cabinet. Nous l'avions fait et nous avions transmis les rapports et je crois que le rapport est en train d'être exploité. À ma connaissance, il y a eu déjà certains contrats avec certains fournisseurs qui ont été revus, qui ont été annulés. Est-ce que vous avez trouvé des anomalies là-dedans, dans ce... Ah oui,
oui, nous avions trouvé qu'il y avait aussi des agents qui travaillaient au niveau du secrétariat général à la présidence qui n'avaient pas d'acte administratif. Tout ça, nous avions fait rapport. Et maintenant, je crois qu'au niveau de la présidence, les directeurs du cabinet sont en train de s'activer pour mettre les choses en ordre. Nous avions fait un rapport. Nous avions toujours été directs, on ne cache rien. Vous êtes un grand ami de la presse. Pour vos rapports, généralement, vous en parlez à la presse, mais apparemment, pour la présidence, vous ne voulez pas parler de ce que mais il y a vous avez des vu. rapports, je comprends votre préoccupation, mais il y a des rapports qui sont commandés par les autorités et la procédure, c'est de leur faire tout d'abord rapport. C'est le cas du rapport sur les forêts au Congo. C'est un rapport qui nous a été demandé par le gouvernement. Nous l'avions fait, nous avions remis les rapports au gouvernement et c'est le gouvernement qui a pris la responsabilité de publier. C'est le cas aussi de l'audit des effectifs et des contrats au niveau de la présidence. C'est la présidence qui nous a demandé de faire l'audit et de lui donner les rapports. Donc, nous n'avons pas, nous, la liberté dans ces cas-là, lorsque une autorité, le gouvernement, demande de faire un travail, nous n'avons que la possibilité de lui donner des rapports. C'est au gouvernement de voir s'il faut publier ou comment il faut l'exploiter. Mais lorsqu'il s'agit des missions de contrôle qui entrent dans le cadre de notre programme d'action approuvé par notre hiérarchie, où nous avions dit qu'il faut contrôler tel secteur, tel service, nous les contrôlons. À ce moment-là, lorsqu'il y a des faits importants, comme c'est de l'initiative de l'inspection générale des finances approuvée par sa hiérarchie, donc nous prenons au fait la décision dans le cadre de la lutte contre la corruption, le détournement, de publier les rapports pour décourager les prédateurs. Alors, il y a justement, vous en parliez tout à l'heure, il y a le ministère de l'Environnement de votre pays qui vient d'annuler beaucoup de contrats avec des contrats sur des concessions de forêt dans votre pays. Si je vous demandais de nous en parler un tout petit peu, qu'est-ce que vous avez découvert dans votre rapport? Le rapport a été rendu public par le ministère de l'Environnement. Brièvement, il y a 12 concessions forestières qui ont été illégalement attribuées par 5 membres du gouvernement précédent. Et nous avions estimé que c'est un comportement qui ne cadrait pas avec les engagements que le pays a pris avec des partenaires extérieurs. Voilà pourquoi nous félicitons d'ailleurs le gouvernement de la République pour avoir récemment pris la décision de suspendre ces contrats signés par ces ex-membres du gouvernement. Mais quand les membres du gouvernement signent un contrat, c'est normal, c'est dans leurs attributions. Non, ces attributions-là étaient contraires aux engagements que le pays avait pris. Et ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas le faire. Est-ce qu'ils sont poursuivis? Ça, c'est la justice. Nous avions remis les rapports au gouvernement. Il y a une première décision de suspendre ces actes qui ont été posés par ces anciens membres du gouvernement. Et par la suite, c'est au gouvernement de décider, parce que c'est son rapport, c'est au gouvernement de décider s'il faut les traduire en justice ou pas. Votre pays, la République démocratique du Congo, est en train de se préparer pour les prochaines élections qui auront lieu l'année prochaine, donc en 2023. Et à ce propos, évidemment, la CENI qui est financée, on parle beaucoup des finances du côté de la CENI parce qu'il faut beaucoup d'argent pour organiser ces élections. Et nous avons reçu ici même dans nos studios le président de la CENI, Denis Kadima, qui, s'agissant du contrôle que vous pourriez faire sur les fonds alloués à la CENI, a assuré que ce n'est pas dans vos attributions de contrôler la CENI. Vous pouvez nous confirmer ça? Bon, je ne voudrais pas me lancer dans cette discussion. Ce que vous devez savoir, et la loi qui porte organisation de la CENI prévoit qu'à la fin d'un cycle électoral, la centrale électorale devra produire un rapport financier qui devra être certifié par la Cour des comptes. Ça, c'est ce qui est noir sur blanc dans la loi portant organisation de la CENI. Mais vous devrez savoir que les fonds qui sont mis à la disposition de la CENI sont des fonds publics et qui viennent du budget de l'État. Donc, nous estimons sur ce point de vue-là qu'on ne peut pas empêcher à l'Inspection générale des finances de contrôler l'exécution du budget de l'État. Dès lors que ce sont des fonds publics et qui viennent du budget de l'État et qui suivent même la même procédure que toutes les dépenses publiques, la CENI commence par demander au ministère du budget, le ministère du budget examine, le ministère des finances paye. Donc, c'est la procédure que suivent toutes les autres dépenses de l'État. Donc, dans ce cadre-là, nous pensons qu'on ne peut pas imaginer que l'Inspection générale des finances puisse ne pas contrôler les fonds publics mis à la disposition d'une institution ou d'un service. C'est inimaginable pour nous. Nous pensons que nous avons le droit de contrôler ces fonds publics. Ce qui se passe actuellement, qu'est-ce que nous avions? D'ailleurs, je voudrais que vous le sachiez, que le président de la CENI avait lui-même demandé l'accompagnement de l'Inspection générale des finances, l'encadrement de l'Inspection générale des finances dans la gestion financière de la CENI. Et quand il y a eu
des petits problèmes avec les ministères des Finances. Le ministre des Finances également a émis le vœu que l'inspection générale des Finances puisse rapidement se mettre en œuvre pour encadrer la gestion financière de la CENI. Donc, moi, je ne trouve pas de problème à ça. C'est un faux débat. Aujourd'hui, encadrer, c'est un faux débat. Ou C'est un faux débat. vous nous dites que c'est un faux vous débat. Pouvez contrôler la CENI. L'inspection générale des finances a le droit de contrôler les ressources mises à la disposition de la CENI pour autant qu'il s'agit de fonds publics. Et c'est dans l'intérêt de la CENI et dans l'intérêt de tout le monde qui ait cet encadrement pour éviter que demain les gens crient ou que les gens s'imaginent que les gens se sont enrichis derrière les opérations électorales. Nous profitons de votre présence ici, M. Alinguete, pour vous poser quelques questions que nous n'avons pas pu vous poser alors que les événements se passaient. Il y a quelques mois, un rapport des journalistes de plusieurs médias appelé Congo Hold Up a mis en lumière des détournements de fonds de l'État par quelques membres de la famille de l'ancien président de la République. Mais vous avez semblé ne pas être d'accord, tout à fait d'accord avec ce rapport. Est-ce que vous êtes en train de protéger l'ancien président de la RDC? Bon, il faudra que vous sachiez en ce qui concerne les enquêtes de Congo Hold Up, globalement, nous avions émis un point de vue favorable parce qu'il s'agit des enquêtes qui aboutissent à des dénonciations sur des faits de corruption, de détournement dans notre pays. Donc, globalement, en tant qu'un service chargé de lutter contre ces fléaux, nous pouvons être que favorables à cette initiative. Mais là où il y avait des petits problèmes, c'est que l'enquête est portée sur plusieurs dossiers. Et sur un dossier particulier en ce qui concerne la BGFI Bank, nous ne sommes pas mis d'accord avec les conclusions des enquêteurs de Congo Hold Up parce que nous, on avait déjà enquêté aussi comme ils étaient en train de faire. Nous avions nos conclusions, nous leur avons dit que nous ne partageons pas leur point de vue. Quel était le point de divergence? Pour l'inspection générale des finances, quand nous arrivons à mettre des faits à charge d'un service, d'une institution ou d'une personne, nous devons avoir les preuves matérielles parce que cela peut conduire jusqu'à la justice. Nous ne devons pas faire des affirmations. Mais nous avions constaté que du côté des enquêteurs du Congo Hold Up, c'était au fait des affirmations ou des insinuations qui n'étaient basées sur aucun document. Alors nous ne pouvons pas suivre. Nous, en suivant la procédure documentaire sur base des éléments probants à notre disposition, nous sommes arrivés à établir la responsabilité de la BGFI Bank dans les vols ou les détournements de 43 millions de dollars de la Banque centrale du Congo. Mais pour les enquêteurs de Congo Hold Up, il ne s'agissait pas de BGFI Bank. Derrière BGFI Bank, il y aurait des membres des familles de l'ancien président. Mais ça, pour moi, il s'agit des insinuations. Nous ne pouvons pas travailler sur base des insinuations, nous devons avoir des faits. C'est en fait l'élément qui nous a un peu mis en désaccord avec les enquêteurs. Mais globalement, lorsqu'ils dénoncent les faits de détournement, de corruption, nous partageons cette initiative. Et d'ailleurs, certains des dossiers qu'ils avaient dénoncés, la justice congolaise les a récupérés et la justice nous a demandé d'approfondir et de faire rapport. C'est ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Nous allons peut-être parler de notre angle. C'est ce que vous faites pour sensibiliser le Congolais aujourd'hui par rapport à la lutte contre la corruption dans votre pays. Dernièrement, vous avez pris l'initiative de réunir les artistes et musiciens et les autres, et puis également les étudiants, les professeurs. Chaque fois, vous organisez des conférences. Quelle est l'idée derrière ça? L'idée derrière, c'est que nous nous sommes inspirés de la Convention internationale des Nations Unies pour la lutte contre la corruption. Et dans cette convention, les articles 6 et 12, si je ne me trompe pas, demandent clairement que cette lutte, que nous puissions, nous, les services qui luttons contre ces phénomènes, que nous puissions faire approprier cette lutte à des couches importantes de nos populations, à des ONG et même à la population en général. Nous croyons que lorsque la population s'implique dans cette lutte, nous pourrons faire des avancées rapides. Voilà pourquoi l'Inspection générale des finances a, depuis plus de 6 mois, initié ce que nous appelons des journées d'échange citoyens où nous choisissons des couches sociales, professionnelles de notre société. Nous échangeons avec eux, nous les sensibilisons à cette question de la lutte contre la corruption. Nous faisons passer les messages et de plus en plus, nous comprenons que les Congolais commencent à réaliser qu'il est temps, qu'il est important que tout le monde s'implique dans cette dynamique de la lutte contre la corruption et les détournements pour que les pays puissent sortir de sa torpeur. Alors, un autre domaine dont on parle peu, pourtant on parle peu chez vous, mais qui fait couler beaucoup d'encre dans votre pays, c'est le domaine de mines. Vous, l'IGF ne regarde pas du côté des mines, de l'exploitation des terrains miniers et tout ça?
Au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, de l'année passée, le gouvernement de la République, au travers d'une communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a demandé à l'Inspection générale des finances de faire l'audit du secteur minier. Et nous avions commencé ce travail de l'audit du secteur minier. Nous avions contrôlé particulièrement toutes les concessions minières avec la GECAMIN. Nous avions contrôlé la Cominière. Nous avions contrôlé le Sodimico. Et nous sommes aujourd'hui en phase de publier, disons de faire rapport au gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui a demandé que nous puissions faire cet audit du secteur minier. Nous sommes arrivés à la fin, nous avons les conclusions. Nous les avions déjà d'ailleurs transmises au gouvernement pour approbation, et je crois que dans le tout prochain jour, nous aurons la position à prendre. Et c'est le gouvernement qui va le publier ou c'est l'Inspection générale des finances. Dans tous les cas, ce rapport sera publié et je vous l'annonce déjà, et ce rapport fait état d'un bradage inimaginable des ressources minières de notre pays. Quand et par qui? Vous lirez dans les rapports. Est-ce que ça va aussi faire bouger comme les derniers rapports? Vous lirez dans les rapports. Nous allons inviter les gens lorsque nous aurons le go ou lorsque le gouvernement va décider de publier. Nous allons inviter les gens à consulter le site web de l'Inspection générale des finances pour lire les rapports, et chacun pourra se faire une idée. Et ce serait quoi le niveau? C'est très grave, c'est grave, ou c'est ce qu'on a l'habitude de voir? Mais vous savez déjà qu'il y a eu des sérieux problèmes dans la gestion minière en RD-Congo. Vous le savez, tout le monde le sait. Dire le contraire, ce serait étonnant, mais il faut lire les rapports, vous verrez ce qui est là-dedans. Les gens étaient peut-être surpris quand ils ont vu les rapports sur le secteur forestier, ce que nous avions fait. Mais sur le secteur minier, c'est encore grave. Donc, je ne vais pas anticiper les choses. Les rapports seront publiés, vous allez lire, vous allez voir ce qui s'est passé dans le secteur minier en RD-Congo. Vous êtes quelqu'un qui fait trembler beaucoup de gestionnaires en RDC. Quand vous parliez d'ailleurs de votre déclaration à Houston, vous pensez qu'il y a des gens qui veulent faire une récupération politique. Est-ce que, Monsieur Alinguete, avez-vous des ambitions politiques? Je ne fais pas trembler les gens en RD-Congo. C'est au fait leur propre comportement qui est en contradiction avec la bonne gouvernance qui leur crée des problèmes. Moi, je suis en train d'agir par la volonté politique du chef de l'État, de s'impliquer efficacement dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Je suis un haut fonctionnaire, un inspecteur général chef de service dans mon pays à rang de ministre, mais je reste un haut fonctionnaire. Je n'ai pas d'ambition politique et je l'ai dit toujours, vous ne me verrez pas ni candidat député provincial, ni député national, ni qui que ce soit. Je suis fier d'avoir accompli ma carrière de haut fonctionnaire. Je suis entré à l'Inspection générale des finances à l'âge de 25 ans comme un inspecteur stagiaire. J'ai gravi les échelons pendant 34 ans pour arriver au sommet aujourd'hui. C'est une fierté pour moi de terminer ma carrière et je vais me reposer. Quand le moment sera venu, quand le chef de l'État estimera que c'est le moment pour moi d'aller me reposer, je vais me reposer. Ils ne me verront pas dans la politique. Pourquoi pas? Et vous savez que j'ai le dégoût de la classe politique congolaise, que je ne partage pas beaucoup de comportements et beaucoup de points de vue. Donc, vous ne me verrez pas là-dedans. Je suis clair, retenez. Les élections au Congo auront lieu dans une année. Vous verrez qui seront les candidats députés provinciaux, députés nationaux. Vous ne verrez jamais le nom d'Alinguete Kei Jules. À moins que ce soit un autre Alinguete. Mais Alinguete Kei Jules que je suis, vous ne me verrez pas. Je n'ai pas ces ambitions politiques. J'ai fait 34 ans. J'ai évolué avec des collègues qui sont devenus des ministres, des politiciens et tout. Il y en a même qui furent des présidents de l'Assemblée, Premier ministre. Je n'ai jamais suivi la voie politique. J'ai préféré faire mon travail. J'adore faire le travail d'inspecteur des finances et traquer les délinquants financiers. C'est vraiment ce que j'adore faire et je l'ai bien fait. Je pense que le moment venu, je vais prendre ma retraite et me reposer. Même si le président de la République, sur qui vous jurez, vous le propose? Je dois sincèrement vous dire que je reste profondément marqué par le président de la République actuelle et surtout par sa détermination et ce qu'il a fait pour l'inspection générale des finances. J'ai grandi dans cette maison 34 ans, je sais comment ce service a souffert, je sais pourquoi ce service n'a pas pu donner le meilleur de lui-même, mais lui au moins, il nous a donné de la valeur, il a permis à ce service de s'exprimer, de faire son travail. Je reste profondément marqué. Donc si le chef de l'État m'appelle à rester à
à ses côtés et je le ferai, mais je n'attends pas à aller chercher un mandat électif. Je n'en ai pas besoin. Monsieur Jules Nguété, merci beaucoup. C'était un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau. Un dernier mot peut-être à tous ceux qui vous regardent? Oui, merci. Je précise une fois de plus que nous sommes arrivés ici dans le cadre d'une conférence pour présenter les avancées que le président de la République a réalisées ainsi que le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la corruption ainsi que l'amélioration du climat des affaires. Voilà pourquoi nous sommes en train de communiquer ces éléments pour que le monde entier sache qu'en RD Congo aujourd'hui, il y a une volonté ferme de repousser les antivaleurs de corruption et de détournement des deniers publics et nous sommes en train de faire des avancées sur le plan de la gestion publique, sur le plan des finances publiques et sur le plan de la croissance économique. Il est temps aujourd'hui que ceux-là qui avaient une image négative de la République démocratique du Congo puissent s'en départir. Et s'ils veulent venir investir au Congo, c'est maintenant le temps de venir investir au Congo car demain risque d'être trop tard. Le gouvernement est en train de faire des avancées, il faut venir maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Nguété. Merci beaucoup, merci Marius. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement dans une autre interview. D'ici là, merci de continuer à aimer et à vous abonner sur notre page YouTube VOA Afrique. Au revoir et à très bientôt.